Christy, une jeune fille de l'État d'Ogun, Nigeria, se tenait pieds nus sur le porche en ciment fissuré de la maison de sa grand-mère, serrant contre elle un pagne fané offert par sa mère. À peine âgée de quelques années, elle suppliait ses parents, en partance pour la gosse, « Maman, ne pars pas, emmène-moi ». Ses yeux embués trahissaient sa peur. Son père, s'agenouillant, lui promit leur retour rapide, « Sois sage, Christy, nous reviendrons bientôt ». Mais le lendemain, un glissement de terrain près d'Ibadan engloutit le minibus rouillé qui les transportait. La nouvelle frappa comme la foudre, ses parents étaient morts, laissant Christy orpheline. Envoyée vivre avec son oncle Babalé et sa femme Mama Sola, elle fut traitée non comme une nièce, mais comme une servante. Forcée de puiser de l'eau, nettoyer les caniveaux et piler l'igname, elle dormait à même le sol en ciment. Pour eux, elle était un fardeau, rien de plus. 17 ans plus tard, à 20 ans, Christy travaillait à la ferme et faisait des courses en ville. Un soir, alors qu'elle livrait des légumes, elle aperçut une femme âgée effondrée sous un pont, se tenant la poitrine. Sans hésiter, Christy abandonna tout pour l'aider, l'accompagnant à la clinique à bord d'un kek Napep. Elle resta à ses côtés jusqu'à ce que la vieille femme, Madame Amanda, murmure « Tu m'as sauvé la vie, petite ». Ce geste de bonté, simple mais profond, allait bientôt bouleverser l'existence de Christy. Christy, désormais adolescente, vivait une existence de dur labeur chez son oncle Baba Alay et sa tante Mama Sola. Ses journées étaient rythmées par les corvées, puiser l'eau, balayer, travailler à la ferme. La nuit, elle dormait sur le sol froid, sans jamais un mot de réconfort. À 17 ans, elle courait à travers la ville pour livrer des légumes, tentant d'échapper à la cruauté de sa famille d'accueil. Ce soir-là, après avoir sauvé Madame Amanda, elle rentra tard. Son oncle, furieux, l'attendait, « Fille inutile. Tu crois vivre ici gratuitement ?» Il lui annonça un plan sordide, un homme riche de Lagos offrait 500 000 naira pour l'épouser et lui donner un enfant. Horrifiée, Christy protesta, « Je veux aller à l'université, j'ai été admise. » Mais Babal balaya ses rêves, qui épouse une fille pauvre avec un diplôme? Refusant ce destin, Christy s'enfuit dans la nuit, sans argent ni plan, courant à travers les ruelles sombres de Mile 12. Ses sandales usées cédèrent, ses larmes se mêlant à la poussière. Seule, elle trouva refuge dans une cour d'église au petit matin, tentant de reprendre son souffle. Alors qu'elle s'asseyait sur une pierre, une SUV noire s'arrêta près de la grille. Madame Amanda en descendit, élégante, vêtue d'Ankara coûteux, bien différente de la femme frêle de la veille. « Viens avec moi », dit-elle fermement. Hésitante mais désespérée, Christy monta dans la voiture, découvrant pour la première fois le luxe des sièges en cuir et de l'air conditionné, ignorant qu'elle venait de croiser le chemin d'une des femmes les plus puissantes de Lagos. Dans la SUV, Christy, intimidée, observait les rues de Lagos défiler jusqu'à l'arrivée à Victoria Island, où se dressait l'imposante demeure de Madame Amanda. À la grille, 2 hommes élégants, Desmond et Lucy, les fils de Madame Amanda, l'accueillirent. « Elle m'a sauvé la vie », expliqua Amanda, présentant Christy comme une héroïne. Desmond, avec un sourire charmeur, et Lucy, grande et élégante, l'acceptèrent immédiatement. Plus tard, autour d'un repas, Madame Amanda fit une proposition inattendue, « Christy, veux-tu être ma fille ?» Stupéfaite, Christy murmura, « Votre fille ?» Amanda expliqua qu'elle cherchait quelqu'un pour raviver son cœur, seule depuis longtemps, ses enfants étant adultes. « Tu as sauvé ma vie, laisse-moi sauver la tienne. » Pour Christy, habituée à la méfiance, cette offre d'amour désintéressé semblait irréelle. Elle accepta, les larmes aux yeux. Cependant, sa nouvelle vie dans la famille Afolayan, l'une des plus riches et influentes de Lagos, ne serait pas sans défi.
Le lendemain, alors qu'elle découvrait le luxe de la maison drap de soie, lustre, vue sur le lagon, elle reçut un SMS menaçant de sa cousine Angela. « Tu penses pouvoir fuir? On te retrouvera. » Tremblante, Christie effaça le message, mais confia ses craintes à Amanda. « Ils ne t'approcheront pas, » assura cette dernière. « S'ils essaient, ils auront affaire à mes enfants. » Christie apprit alors que les Affoleyans dominaient le pétrole, la logistique, les hôpitaux et la sécurité. Christie commença à s'habituer à sa nouvelle vie dans la maison Affoleyans, mais les ombres de son passé la poursuivaient. Un matin, alors qu'elle aidait à préparer le petit déjeuner avec Gideon, le plus jeune des frères Affoleyans, Madame Amanda reçut un appel troublant. La famille de Christie, menée par Angela, l'accusait d'avoir volé de l'argent. « C'est un mensonge », s'indigna Christie. Amanda, calme, répondit, « Ils veulent te contrôler à nouveau. » Lors d'une réunion familiale, Desmond et Lucy décidèrent de protéger Christie. « Ils pensent que tu es seule, » dit Lucy. « Ils ne savent pas qui tu es maintenant. » Le lendemain, Babaley et ses frères arrivèrent à la grille des Affoleyans, réclamant Christie. Patrick, l'assistant de la famille, les accueillit avec un dossier accablant, des preuves de terre volées aux parents de Christie et d'un contrat illégal pour la vendre. « Partez, ou ce dossier ira à la police », menaça-t-il. Défait, Babaley s'en alla. Ce soir-là, sur le balcon, Christie confia, « Personne ne s'est jamais battu pour moi avant. » Desmond leva un verre, de la douleur au pouvoir. Mais la menace d'Angela persistait. Quelques jours plus tard, Christie accompagna Amanda et Lucy au centre commercial Palm. À peine entrée dans une boutique, Angela apparut, accompagnée de Philippe, un ancien camarade. « Regardez la villageoise qui joue à la riche », brailla Angela, révélant devant tous que Christie avait été promise à un mariage forcé. Lucy et Desmond intervinrent, défendant Christie avec autorité. Humiliée, Angela s'enfuit, mais Christie comprit que son passé ne la lâcherait pas facilement. Christie s'installait dans son rôle au sein des Affoleyans, mais les tensions montaient. Angela, déterminée à la discréditer, tenta de s'infiltrer dans l'entreprise familiale sous un faux nom, revendiquant même l'admission universitaire que Christie avait perdue à cause d'elle. « Elle veut ruiner ton image », avertit Lucy. Madame Amanda proposa alors à Christie un stage à la Fondation Affoleyans pour la préparer au leadership. Le premier jour, Christie, en chemisier blanc et jupe bleu marine, fut accueillie avec respect par certains, mais avec mépris par Barbara, une employée ambitieuse. « Une stagiaire sans diplôme ? Une œuvre de charité », murmura Barbara. Dans les toilettes, elle attaqua, « La gosse dévore les filles comme toi. » Christie rétorqua, « Alors, je devrais apprendre à mordre. » Mais Barbara, alliée à Angela, avait un plan. Elle remit un dossier falsifié à Monsieur Puce, le directeur adjoint des ressources humaines, contenant de faux certificats de naissance et des rumeurs accusant Christie de manipuler Madame Amanda pour son argent. Convoquée par Puce, Christie fut menacée, démissionne, ou ce dossier ira au conseil. Avant qu'elle ne puisse répondre, Desmond entra, furieux, et exposa la supercherie, « Ce dossier est un faux. » Il renvoya Barbara sur le champ. Soulagée, Christie remercia Desmond, qui sourit, « Tu n'as pas besoin d'être sauvé, mais tu ne seras plus jamais seul. » Cependant, le danger persistait. Angela, humiliée, diffusa une vidéo de son altercation au centre commercial, déclenchant une tempête sur les réseaux sociaux. Les blogs à potins qualifièrent Christie d'imposteur de l'équipe. Amanda décida qu'il était temps de révéler la vérité au monde pour protéger l'honneur de Christie. La vidéo d'Angela au centre commercial devint virale, alimentant des rumeurs selon lesquelles Christie aurait manipulé les Affoleyans. Desmond, Lucy et Gideon organisèrent une conférence de presse à la Fondation Affoleyans pour rétablir la vérité.
Face à une foule de journalistes, Madame Amanda déclara « Christy est ma fille, pas par le sang, mais par le cœur. Elle m'a sauvé la vie. » Lucy ajouta « Elle n'est ni une opportuniste ni une fraude. Elle est notre sœur. » Desmond remit à Christy une bague en or ornée de l'écusson familial, symbole de son appartenance. Les reporters applaudirent, certains émus aux larmes. Christy prit la parole, « J'étais une orpheline trahie, presque vendue. Mais je n'ai jamais abandonné. Aujourd'hui, je ne suis pas une victime, mais une survivante. » La salle explosa en acclamations. Ce soir-là, réunie avec sa nouvelle famille, Christy murmura à Amanda, « Pour la première fois, je me sens à ma place. » Mais les ennuis persistaient. Barbara, renvoyée, s'allia à M. Pius et Angela pour propager une nouvelle rumeur, la bague des affoleyants portée par Christy serait fausse. Les médias s'emparèrent de l'histoire, titrant « Christy affoleyant, une héritière frauduleuse ?» Pour contrer cette attaque, les affoleyants organisèrent un dîner formel, invitant des experts en joaillerie. Un historien examina la bague et confirma « Elle est authentique, gravée par le premier patriarche affoleyant. » Amanda déclara « Cette bague était destinée à l'héritier que je n'ai jamais eu, jusqu'à Christy. » La salle applaudit, et Christy, serrant la bague, comprit qu'elle n'était plus une ombre du passé, mais une figure centrale d'un héritage puissant. Forte de sa légitimité, Christy fut invitée à parler lors d'un sommet éducatif à l'université de Lagos. Vêtue d'une robe ankara modeste, elle raconta son parcours « Je dormais sur des sols boueux, je puisais l'eau avant l'aube, j'ai failli être vendue. Mais je n'ai jamais abandonné. » Son humilité et sa force captivèrent l'auditoire, qui l'ovationna. Une jeune fille l'approcha après, « Tanti Christy, je veux être comme vous. » Christy s'agenouilla, « Ne laisse personne te dire que tu ne peux pas. » De retour à la maison, Lucy proposa de créer le fonds Christy Legacy pour financer les études de 500 enfants défavorisés. Mais la paix fut de courte durée. Patrick annonça qu'Angela, alliée à une firme de relations publiques, avait intenté un procès, accusant les affoleyants d'avoir manipulé Christy et réclamant 50 millions de naira ou une place dans la famille. « Elle veut tout détruire, » murmura Christy. Amanda répondit, « Alors, nous ne nous contenterons pas de nous défendre. Nous mettrons fin à cela. » Le procès approchait, et Christy savait qu'elle devait se préparer à affronter son passé une fois de plus. Dans le même temps, elle commença à superviser son premier projet à la Fondation Affoleyant, une campagne pour scolariser des enfants à travers le Nigeria. Les regards admiratifs des collègues contrastaient avec les murmures envieux de certains, rappelant à Christy que, même dans sa nouvelle vie, elle devrait se battre pour sa place. Angela, soutenue par Chief Inoro, un ennemi des affoleyants, préparait une nouvelle offensive, et Christy devait choisir, continuer à fuir ou affronter ses détracteurs de front. Le tribunal de Lagos Island était bondé pour le procès d'Angela contre Christy et les affoleyants. Angela, en tailleur soigné, affichait une assurance arrogante, soutenue par son avocat et une petite foule. Elle affirma avoir été lésée, accusant Christy d'avoir volé sa place et réclamant 50 millions de naira. Les affoleyants, unis autour de Christy, restaient calmes. Leur avocate, Bariste Ifeanyi, murmura « La vérité suffira ». L'avocat d'Angela commença, prétendant qu'elle avait élevé Christy comme une sœur, sacrifiant sa propre admission universitaire. Christy l'interrompit, « C'est un mensonge. Tu as volé ma lettre d'admission. » Patrick présenta un dossier prouvant que le nom d'Angela avait été écrit sur les documents de Christy. Puis, Desmond appela un témoin surprise, M. Sola, un ancien chef de village, qui confirma qu'Angela et son père avaient tenté de vendre Christy pour payer des dettes. Le juge, impassible, demanda à Angela si elle niait. Bégayante, elle s'effondra.
Après un bref délibéré, le verdict tomba, aucune faute de Christie ou des affoléyants. Les accusations d'Angela sont mensongères. Elle est condamnée pour diffamation. Angela s'effondra dans son siège, humiliée. À l'extérieur, les journalistes assaillirent Christie. « Comment vous sentez-vous après cette victoire ?» Elle sourit. « Ce n'est pas une victoire, c'est la vérité. J'ai grandi dans la boue, mais j'ai choisi de m'élever. » En quittant le tribunal, Desmond murmura, « Encore un chapitre à écrire. » Christie répondit, déterminé, « Faisons en sorte qu'il compte. » Quelques semaines après le procès, Christie retourna dans son village natal, autrefois synonyme de douleur. Accompagnée des affoléyants, elle portait une robe pêche élégante, contrastant avec les sandales usées de son passé. Devant les tombes de ses parents, elle déposa des fleurs et murmura, « Maman, papa, j'ai réussi. Je ne suis pas devenue amère. » Ses larmes, cette fois, étaient celles de la guérison. Dans la place du village, elle s'adressa aux habitants, « J'étais l'orpheline qui dormait sous des toits percés. Aujourd'hui, je reviens non pour me venger, mais pour restaurer. » La fondation Affoléyant offrit des fournitures scolaires, des uniformes et une école neuve. Les villageois l'acclamèrent. Mama Sola, sa tante repentante, s'avança, « Christie, je t'ai fait du mal. » Christie répondit, « Je te pardonne, mais tu devras vivre avec tes choix. » En rentrant à Lagos, Gideon demanda, « Et maintenant ?» Christie sourit, « Nous construisons, nous rêvons, nous donnons une seconde chance à d'autres. » Ce soir-là, chez les affoléyants, elle lança le Phoenix Project, un programme pour aider les enfants défavorisés à s'élever, comme elle l'avait fait. Mais dans l'ombre, Chifinoro et Angela tramaient encore, cherchant à discréditer la famille. Christie savait que d'autres batailles l'attendaient, mais elle n'était plus la fille effrayée d'autrefois. Elle était prête à défendre son héritage et à transformer ses cicatrices en force, portée par une famille qui l'avait choisie. De retour à Lagos, Christie s'épanouissait dans son rôle à la Fondation Affoléyant, supervisant le Phoenix Project, qui offrait des bourses à 500 enfants nigérians. Son histoire, celle d'une orpheline devenue héritière, inspirait des milliers de personnes. Les médias la surnommaient « la Phénix de Lekki », symbole de résilience. Lors d'un dîner familial, Desmond annonça que le site du projet était en ligne, nommé en son honneur. Christie, émue, tapa, où les ailes brisées apprennent à voler. Le silence approbateur des affoléyants scella ce moment. Pourtant, Angela et Chifinoro persistaient, répandant des rumeurs sur la légitimité de Christie. Une nouvelle vague de calomnies en ligne tenta de la dépeindre comme une manipulatrice. Mais les affoléyants, unis, contre-attaquèrent avec une campagne médiatique mettant en avant les réussites du Phoenix Project et la vérité sur Christie. Les soutiens affluèrent, des étudiants aux entrepreneurs, voyant en elle un modèle d'espoir. Un soir, assise avec Madame Amanda, Christie demanda, « Regrettez-vous de m'avoir adoptée ?» Amanda sourit, « Je ne t'ai pas adoptée, tu m'as trouvée. » Christie comprit alors que son voyage, marqué par la douleur, l'amour et la justice, n'était que le début. Elle n'était plus la fille abandonnée dans la poussière, mais le cœur d'un héritage qui transformerait des vies. Avec les affoléyants à ses côtés, elle était prête à affronter le monde, non comme une victime, mais comme une force inarrêtable, prouvant que la bonté et la résilience peuvent triompher des épreuves les plus dures.